à tous, bienvenue dans Dazzle Your Passion. Je suis aujourd'hui avec Lola. Lola qui est entre deux avions, entre Paris, New York, Genève, Lausanne, je sais plus, mais en tout cas 3 avions. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui Lola, parce qu'on va enfin pouvoir te découvrir davantage, même si on te voit sur les réseaux sociaux, on ne sait pas forcément qui tu es, quel est ton parcours. Donc vraiment, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va ? Mais ça va, écoute, comme tu dis, entre deux avions, on voyage, on partage, on découvre et voilà. Ok. Ça va. Bon, du coup, ce que je te propose, avant de te présenter, c'est un petit quiz, un petit jeu. Si je te disais qu'il y avait Obama dans un avion et qu'il est à côté de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Waouh. C'est quoi cette question ? Qu'est-ce que je lui dirais à Obama ? Eh ben, je sais pas vraiment. Je serais vraiment... Je lui demanderais quel est... Je pense que je lui demanderais quel est le secret. Je peux lui demander n'importe quoi ? Bah oui, tu peux lui demander ce que tu veux. Je lui demanderais c'est quoi le secret, les secrets cachés d'un gouvernement ou comment ça se passe, tu vois. Comment ça se passait, les secrets qu'on ne connaît pas de la Maison Blanche ou ces choses-là. Je pense que je lui demanderais ça. Ok, nickel. Bah oui, parce que tu vis aux États-Unis, donc forcément, il fallait que je te pose un truc par rapport aux States. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Ok, maintenant on va un peu plus rentrer dans le sujet du jour qui est quand même la danse. Imagine qu'il y a tu sais, les concours un peu comme Step Up et tu vois, enfin toutes les émissions là, pas les émissions mais tous les films qu'il y a eu avec des crews. Si tu devais participer à ce genre de battle en crew, moi je parle en crew parce que pour moi c'est vraiment ce qui représente les battles en fait. C'est comme ça que je vois les battles. J'ai grandi avec ça, donc pour moi c'est vraiment un esprit de compétition mais à plusieurs et ensemble. Et en plus, comme je viens du milieu dancehall, pour moi il y a aussi ce truc de ensemble, d'unité. Donc revenons à notre mouton. Qui est-ce que tu choisirais? Donc ta carte blanche, hein. Tu choisis qui tu veux dans le monde entier. Qui est-ce que tu choisirais pour rendre ce battle magique et unique? En tant que danseur ? En tant que danseur, ouais. Donc qui je prendrais dans mon crew ? Ouais. C'est ça ? Waouh. Je prendrais Pablo Toulouse. Je prendrais Quentin aussi. Et je prendrais... Combien de personnes ? Ce que tu veux. Bon, pas plus de 20 quand même. Oui. Je prendrais certains danseurs de New York. Je pense à Sol, Louisa, Eric. Je prendrais Imox. Enfin, plein de personnes que j'ai en tête et... qui sont des danseurs, chacun fait son style en fait, c'est pas... Donc je pense que c'est ça qui ferait la force de notre crew. Chacun aurait son style, pas que dancehall, pas que popping, hip-hop, house, tout ça. Ouais, je prendrais un mélange de tout en fait. Et si tu devais résumer le mot, on va dire, qui vous réunit tous ensemble, ce serait quoi ? Une vision, des valeurs, enfin, ce serait quoi ? Je pense que c'est la passion de la danse, le love en fait. Okay. Le pourquoi tout le monde danse, c'est parce que ces personnes que je nomme, c'est vraiment des personnes que je sais qui aiment la danse autant que j'aime la danse, tout simplement. Ok, ouais. Nickel. Bon écoutez, hein, j'espère que vous êtes conscients, hein, si jamais ce genre de choses se présente. J'ai fait des petites dédicaces. Voilà. Ouais. Ok. Si tu devais choisir entre deux... comment on appelle ça ? Si tu devais choisir entre 2 disciplines en danse, ce seraient lesquelles et pourquoi ? 2 disciplines en danse. Alors, compliqué pour moi dans le sens où j'aime tout. Je suis très polyvalente et c'est ça la force et en même temps la faiblesse, je dirais.
Mais si je devais choisir 2 disciplines, premièrement hip-hop, parce que j'adore le côté dépassement de soi, en fait, technique et créativité. Pour moi, c'est une danse où c'est qu'on est capable de créer vraiment. Et je pense que je choisirais... Ah, je choisirais la house en deuxième. Alors, c'est marrant que tu me dises ça, mais est-ce que la house, c'est pas dans le hip-hop? C'est dans le hip-hop, ça c'est le regroupement du hip-hop, mais ça c'est pas... C'est 2 danses vraiment différentes. Mais en fait, ce que j'aime avec la house, en fait, je pense que c'est plus la musique. La musique me transporte plus. Et c'est vraiment une musique, en fait, où c'est qu'on peut danser tout style de danse. Et je pense qu'en termes de freedom, comme on dit, si t'as envie de te sentir libre quand tu danses, je pense ça. Maintenant, il y a la dancehall aussi, donc c'est très compliqué, tu me connais. Mais ouais. Ok, ça marche. Et en hip-hop, est-ce qu'il y a quelque chose en hip-hop qui te transcende plus que, par exemple, popping, locking, break, ou c'est vraiment la totalité Moi, c'est la new jazz swing, sorry. Vraiment le hip-hop debout voilà, qu'on voit maintenant partout, que ce soit old school ou maintenant comme on appelle new school. Mais c'est vrai que c'est ce type de hip-hop que j'aime. Après, je m'intéresse vraiment à tout, c'est-à-dire que j'ai compris que pour danser, en fait, pour être meilleur dans n'importe quelle discipline que ce soit, il faut aller s'intéresser à tout, il faut aller toucher à tout, il faut... Donc, ouais. Mais principalement, ce que j'aime et ce qui me touche à moi, c'est le hip-hop debout et tout ce qu'on peut en faire avec. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était le moment, on va dire, fun. On va rentrer un peu plus dans comment, en fait, t'as rencontré la danse ou comment la danse t'a rencontré. Ok. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Alors, c'était quand j'étais en primaire, j'ai commencé la danse à 12 ans. Et en fait, j'ai grandi donc avec ma cousine qui s'appelle Emma. Et à l'époque, nos mamans nous disaient faut choisir les filles choisissent un sport, quelque chose, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Ma cousine avait choisi le handball. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. Je savais pas trop, je voulais pas faire de foot. Enfin, j'étais pas dans ce délire-là. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer la danse. Et donc, ma maman m'a inscrite quand j'avais 12 ans dans une petite association de danse qui faisait du moderne, des choses comme ça, un peu moderne, jazz. Ouais. Et puis, coup de foudre. J'ai adoré et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je voyais ma prof de danse qui s'appelait Valérie, qui qui s'éclatait en fait et qui transmettait tellement avec passion et j'adorais en fait. J'adorais m'amuser, danser sur de la musique et c'est parti de là. Donc, c'est elle qui t'a inspiré à continuer sur ce chemin de la danse, ou est-ce qu'il y a eu d'autres figures emblématiques où tu rêvais d'être comme elle, ou est-ce qu'il y a eu... C'était vraiment elle parce que je viens vraiment d'un tout petit village, donc en fait il n'y avait rien, c'est-à-dire que c'était la seule personne que je connaissais en danse qui m'inspirait, et vraiment j'avais tellement envie qu'en fait j'en parlais autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais Lola, si tu veux devenir meilleure, percer, peut-être en faire ton métier, à l'époque j'étais très jeune, mais peut-être en faire ton métier, tout le monde me disait il faut que tu ailles dans une école un peu plus qui pousse un peu plus, avec des cours un peu plus structurés, quelque chose où c'est qu'on apprend plus, et faut que tu fasses du classique, il faut que tu fasses du contemporain, il faut que tu touches un peu à tout. Et moi, je me suis dit ok, et du coup j'ai augmenté en fait mes échelons petit à petit dans ma vie, quoi. Et justement, c'est quand que ça s'est passé, ça, ce moment où t'as réalisé, t'as pris conscience que c'était quelque chose que tu voulais faire sérieusement? Je pense que honnêtement, j'ai pas eu de réflexion où c'est pas arrivé sur du long terme, c'est vraiment arrivé d'un coup. Comme la passion vraiment de la danse qui est arrivée, c'est comme si j'avais fait mon premier cours et que j'ai dit c'est ça en fait.
Tu sais, je sais pas, quand tu rencontres ton âme sœur et tu dis putain, c'est lui quoi. Tu vois. Et ouais, c'était ça. Le coup de foudre en fait, vraiment. Est-ce que tu pourrais revenir en arrière, quelques années en arrière, et nous dire c'est quoi ton premier souvenir justement dans la danse? Qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là? C'était quoi cette image, ces sensations que tu as pu ressentir et qui sont restées justement gravées en toi? Ce truc où tu t'es dit justement ah mais c'est ça que je veux faire. En fait, c'était de pouvoir s'amuser sur de la musique, en fait, et de voir que c'est quelque chose qu'on peut partager avec d'autres personnes, mais en même temps, la danse, c'est quand même très propre à soi. Donc, c'est-à-dire que je m'amusais, moi, je prenais plaisir, je me sentais libre, je me sentais bien, en fait, en dansant. Mais en même temps, c'était un espèce de challenge de groupe, etc. Parce qu'on faisait des spectacles de fin d'année. Donc il fallait bien être placé, faire attention à l'autre, pas lui rentrer dedans. Donc en même temps, ça t'aide aussi à développer cet esprit de groupe et de... Ouais, et je pense autant personnel que collectif. C'était ouais, quelque chose qui apporte énormément, je trouve. Et donc du coup, ouais, ce souvenir de d'avoir cette sensation de liberté, mais en même temps de connecter avec les gens et de s'amuser en fait. Ok. Et comment elles se sont passées tes premières expériences d'apprentissage quand tu as commencé à apprendre? Parce que du coup, tu savais pas danser. Donc tu as appris aussi à danser, tu as appris la technique. Comment ça s'est passé à ce niveau-là, personnellement? Je pense que j'étais tellement... je suis quelqu'un de très tenace, c'est-à-dire quand j'ai une idée en tête, rarement je give up, comme on dit, j'abandonne. Donc je pense que dès très jeune, en fait, je me suis toujours dit, même si j'y arrivais pas, peut-être il y a des fois c'était dur, mais en fait j'aimais tellement ça que ça comblait ce mindset à se dire ah non j'y arrive pas, et en fait je me suis dépassée à chaque fois, et même le dépassement devenait un plaisir quoi. Et je voyais, parce que même je voyais que ça me faisait du bien mentalement, physiquement, et du coup c'est parti comme ça. De ce que tu me dis, de ce que je comprends, t'as eu aucune résistance. Il n'y a eu aucun moment où tu t'es dit les phrases de c'est dur. Si, je les ai eues. Si. Je les ai eues, mais peut-être pas à mes débuts, parce que je prenais vraiment la danse comme un amusement. Ouais. Et non pas comme je vais en faire ma carrière, faut que je sois la meilleure, faut que je fasse ci, et c'est là où tu commences à te mettre, tu connais les pressions, etc. Mais je pense que quand j'étais jeune, si vraiment tu me parles de ce moment-là de ma vie, je pense que je me suis jamais vraiment dit ah c'est dur, j'arrête, ou j'y arriverai pas. Oui, c'était dur, il y avait des moments, des mouvements où c'était dur, mais j'y allais quoi, tu vois. C'est une belle leçon quand même, non? Ouais, tu vois, en parlant, c'est là que je me rends compte, je me dis merde. Pourquoi on n'est pas comme ça à l'heure d'aujourd'hui? L'insouciance de l'enfance, je dirais, ouais. Mais c'est pour ça que parfois avoir ce genre de conversation peut aussi te faire prendre conscience de certaines choses. Est-ce qu'il y a eu des choses, des découvertes que tu as faites par rapport à ton propre corps? Tu t'es rendu compte que tu étais capable de faire telle chose ou telle chose? Plus par rapport... Alors oui, donc c'est vrai que dans mon parcours en général, encore une fois, quand tu t'entraînes, quand tu te donnes les moyens, quand, je sais pas, tu veux faire un flip ou quelque chose, on ne naît pas avec cette faculté. Donc forcément, si tu t'entraînes, un jour, ça va payer. Donc effectivement, il y a plein de choses que je ne savais pas faire dans la danse, n'importe quel style. Quand tu t'entraînes, tu y arrives au bout d'un moment. Ça prend le temps que ça prend, mais forcément, il y a un moment, tu y arrives, d'une certaine manière. Maintenant, la chose où je me suis étonnée, c'était au niveau de la souplesse. Parce que alors, je suis née avec une souplesse, mais je ne suis pas souple du tout. du tout. Et effectivement, à force de travailler, de voir qu'en fait, tu peux, et j'ai réussi à être souple.
faire mes grands écarts. J'étais souple, mais comme j'étais un bout de bois, quoi. Et je me suis dit, jamais j'arriverai, tu sais, je faisais du classique, à prendre ma main, enfin bref, je me suis dit, jamais j'arriverai à faire ça. Ben si. Donc comme quoi, voilà. Ok, donc là, tu as continué, on va dire, à danser dans cette association, puis tu as fait d'autres associations. Jusqu'à quel âge à peu près? Alors, donc la première association, après je suis allée dans une école, et dans cette école, ben, jusqu'à mon bac. Jusqu'à mon bac, une fois que j'ai eu mon bac, et ben, je suis partie à Toulouse, au centre James Carles, et pour faire mes formations et tout ça, ouais. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu pars de Qu'est-ce chez qui tes se parents. passe? Exactement, je pars de chez mes parents, mon bac en poche, je descends vivre dans le sud de la France, à Toulouse, où j'entame 2 ans de formation professionnelle chez James Carles. Et ça se passe trop bien, je danse tous les jours. Un rythme très intense, parce que il faut savoir que les formations, c'est du 8h, 17h en général non-stop. Donc c'est là que je me dis, purée, à l'époque, on était quand même coriace, tu vois, à danser tous les jours comme ça. Et en fait, ça conforte mon choix, mon idée de vouloir danser, de vouloir découvrir. En fait, ça m'a tellement apporté, cette école m'a tellement apporté, on va dire, spirituellement aussi. Plus, tu vois, apprendre à se connaître, mais plus intérieurement, en fait. D'accord. Et avec le mouvement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a servi énormément. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, cette école m'a appris à pas se faire mal au corps, à pouvoir danser, mais en même temps à être à se connaître. Vraiment, c'est là où j'ai vraiment appris à me connaître et à connaître mon corps, je pense. Ok. Et tes ambitions, donc c'était quoi tes ambitions à ce moment-là? Parce que tu as quand même décidé de faire une école professionnelle, reconnue, j'imagine, nationalement, peut-être internationalement aussi. C'est quoi tes ambitions personnelles? Qu'est-ce que, dans ta tête, là, si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce qu'elle se disait, Lola? Alors, quand j'étais toute petite, je me disais, je veux être prof de danse comme ma prof de danse. Et puis, quand je suis partie donc, dans cette école, en fait, je me suis rendu compte que je voulais danser. Donc, c'était vraiment... j'avais pas spécialement de projet ou d'envie, mais je savais que je voulais danser. Parce que du coup, ma vision de la danse, on va dire que j'ai vraiment eu... quand j'étais vraiment toute jeune, j'avais on va dire... qu'un aspect de la danse qui s'ouvrait à moi, donc je savais pas toutes les possibilités qu'il y avait. Et dès que je suis partie en formation, c'est là où j'ai réalisé qu'on pouvait faire plein de choses. Donc c'est vrai que j'avais pas de plan spécifique, mais j'étais vraiment à savoir que je voulais danser. Et moins enseigner pour le coup. Mais vraiment danser, donc peut-être faire des scènes, peut-être dans une compagnie... toutes ces choses-là. Mais j'avais pas d'envie spécifique, ouais. Ok. Est-ce que à ce moment-là, il y avait quand même une partie de toi qui se disait que ta vie, de toute façon, ça allait être d'être danseuse, même si tu savais pas exactement quoi faire? Est-ce que au fond de toi, tu savais là où tu voulais aller, ou c'était encore innocent, dans le sens où tu te disais que toi tu voulais danser, que tu avais la chance de pouvoir le faire, que tu avais tes parents qui t'accompagnaient, où il y avait vraiment derrière en fait cette envie, un rêve qui se cachait? Je pense que les deux, en fait. Je savais que... En fait, je sais pas, c'est quelque chose... La danse, pour moi, c'est quelque chose qui te... Comme je dis, qui te pique. Donc, c'est-à-dire que dès que t'as eu ce coup de foudre, quelque part, t'as un rêve qui s'installe. Et t'as... Mais en même temps, tu sais que tu vas faire... Enfin, c'est un peu lié, je pense. T'as un rêve qui s'installe. Donc, en gros, tu sais que tu vas vouloir toujours te dépasser, etc. Et en te dépassant, ben... Ce qui se passe, c'est qu'il y a des opportunités qui arrivent, etc., tu vois. Mais en même temps, tu as envie de... Tu gardes cette envie de vouloir faire quelque chose, mais même si tu ne sais pas quoi. Mais toujours dans l'idée d'apprendre, de
de s'entraîner, ces choses-là, pour pouvoir faire que les opportunités où ton chemin va se dessiner plus... voilà, parce que si tu deviens vraiment spécialiste d'une certaine technique ou quelque chose, c'est là qu'en fait tu peux commencer à faire, je sais pas moi, tu peux faire tellement de choses. C'est tellement vaste en fait la danse que c'est... ouais. Ok. Est-ce que elle a eu un impact sur ta santé mentale, émotionnelle, la danse? Oui. Je pense que, encore une fois, quand tu as certaines émotions qui arrivent dans ta vie, que tu sois triste, heureuse, malheureuse, heureuse, malade, je sais que, par exemple, quand je tombe malade, j'aime bien mettre des gros pulls et transpirer à fond, donc je peux danser, tu vois, faire des choses comme ça. Donc c'est vrai que non, la danse, c'est devenu aussi comme je dis, c'est quelque chose qui est spirituel, qui t'aide dans ta vie personnelle. Euh, et ça devient ton médicament, ça devient ton... Ouais, ces choses-là, quoi, vraiment. Donc, thérapeutique. Oui. Ouais, pour le coup, Okay. ouais. Et est-ce que y a eu des personnalités de toi que tu as découvert à travers la danse? Oui, oui. J'ai découvert... alors, des choses complètement absurdes, mais parfois je vais être très timide de devoir danser devant des gens. Parfois, je m'en fous complètement. Parfois, je... Ouais, je dirais, mais aussi ce côté tenace, comme je disais, quand j'ai un truc en tête, j'ai pas envie de lâcher. Et ça, c'est quelque chose, je pense que si j'avais pas eu la danse, je le saurais pas de moi, parce que j'ai vraiment taffé sur moi, j'ai vraiment compris qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait avoir une discipline. Et en fait, je pense que sans la danse, je l'aurais pas compris, ça, de moi. Ouais. Ok. Donc finalement, en fait, ces 2 ans de formation que tu as fait, ça a été plus un développement personnel que une formation d'apprentissage de technique ça englobe quand même quelque chose de beaucoup plus complet qu'on ne peut le penser en fait. On peut se dire on va faire une formation dans une école et puis au final en fait cette formation elle t'a pas appris que à danser, que à faire du hip-hop ou d'autres disciplines, mais elle t'a appris aussi à savoir qui tu es, à ce que tu acceptes peut-être, ce que tu acceptes un peu moins et surtout comment ton corps fonctionne. Ouais, exactement. C'est c'est une formation autant avec le corps. Donc, comme tu dis, tu apprends des techniques, tu apprends même tout ce qui est culturel, l'histoire de la danse. J'avais beaucoup de cours là-dessus, sur l'anatomie, vraiment les choses un peu plus techniques. Mais c'est vrai que ce qui m'a marqué à cette époque, c'est vraiment le côté des énergies, le côté spirituel, le côté comment tu te sens en fait. Même nos profs, je m'en rappelle, ils nous apprenaient que si tu te sens fatigué, il faut savoir qu'on a beaucoup de fatigue en étant danseur. Si tu te sens fatigué, il faut savoir gérer en fait ton effort, ton corps, pas te faire mal, comment tu peux anticiper, comment tu peux... et puis ouais, toutes ces choses qui font que la danse devient, comme tu disais, thérapeutique en fait. Et je pense que vraiment cette formation a été bénéfique énormément pour ça et effectivement pour se connaître et pour... c'était une très belle découverte. Ok, super. Bon, j'imagine que tu n'as pas vécu que des choses simples, hein, parce que souvent, il y a des transformations, donc il y a dû avoir des défis. Est-ce que tu peux nous parler des obstacles que tu as dû surmonter durant ton parcours? Donc là on parle vraiment d'une manière globale, hein. La danse, quand même, on va pas se mentir, c'est un milieu qui est très très compétitif. C'est quoi on va dire les plus gros obstacles que tu as vécus, qui t'ont marqué? Et puis surtout, comment tu as réussi à les surmonter? C'est ça le plus important. Les obstacles, on en a tous. Ouais.
Alors je pense comme beaucoup de personnes, en fait, ça va être euh, le, pas le manque de confiance, mais de se dire, voilà, quand tu vois que tu mets des efforts en fait à t'entraîner, à mettre les moyens en fait. Il faut savoir aussi quand tu es danseur, quand tu es jeune danseur, que tu veux te professionnaliser, quand tu veux te perfectionner, etc., il faut savoir qu'on met énormément d'argent. Voilà, donc déjà, la plupart du temps, tu travailles pas, ou toi, tu as des petits jobs comme ça. Ouais. Tu dois investir dans des cours, dans des voyages, dans des workshops, parce que tu as envie de te former. Bien sûr. Donc c'est dur, on va dire, financièrement. Euh, Après la compétition aussi, je dirais voilà, les autres danseurs, le fait que ben, tout le monde veuille sa place à certain endroit, que voilà, ça dépend le style de danse que tu fais, mais certains ils vont te dire ah mais t'es pas pour ce style de danse, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il y a des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, ouvertement ou indirectement, tu vois. Euh, et puis, ouais, le manque de confiance, de se dire, putain, tu mets tous ces moyens, tu t'entraînes. Parfois, si tu as un travail à côté, tu t'entraînes le matin ou le soir quand tu rentres du boulot. Et voilà, tu t'épuises physiquement, financièrement, mentalement. Et il y a des fois, tu vois pas que ça porte ses fruits. Et c'est là où ça devient dur et tu te dis, ben mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Et c'est là, en fait, où je disais que je pense qu'il faut pas qu'on oublie pourquoi on a commencé et qu'est-ce qu'on a ressenti au fait au début quoi. L'amour de la danse, le truc qui t'a piqué en fait au début, faudrait qu'on ne l'oublie jamais. Mais ouais, mais c'est quelque chose que quand je pense tu commences à te donner des objectifs à toi-même, à te dire ah purée j'aimerais arriver à faire ça, à être plus technique, à être plus musical, à être plus ci, et tu travailles, et ben au final tu perds un peu ça parce que ça devient tellement euh, des objectifs en fait, tout le temps. Et puis je pense qu'on en oublie vraiment l'essence de pourquoi on a commencé. Donc tu dirais, ton plus gros défi à toi, c'est quoi? Si tu devais résumer. Moi, mon plus gros défi à moi, et je le sais, c'est moi-même en fait. C'est moi et me dire non, mais en fait, danse quoi, tu vois, ne te ferme pas, ne te dis pas purée, je peux pas faire ça, ou non, j'ai pas le droit de faire ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que nous-mêmes, avec nous-mêmes, on se freine. Qu'est-ce tu qui vois. pourrait t'aider dans cette situation, justement, où tu sens que euh, il y a des choses qui se passent dans ta tête, on te raconte des choses, ton cerveau te raconte des choses qui sont pas forcément vraies. Hein. Ouais. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais c'est à toi de donner finalement de l'autorité à ce que ton cerveau te raconte ou pas. Ça, c'est encore un autre sujet et un autre débat. Qu'est-ce qui pourrait t'aider, toi, et t'accompagner dans ces moments-là pour justement te rappeler déjà tout ce que tu as mis en place, tout ton parcours, tu l'as dit, hein, c'est des années de travail, c'est des années d'argent, c'est des années où tu as appris à te connaître. Comment tu arriverais à trouver ce truc où tu te reconnectes à toi et tu te dis non mais attends, toi là ce que tu me racontes là-haut, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis là-haut, je te calcule pas quoi. Ouais. Moi je sais ce que je veux. Est-ce que là comme ça il y a quelque chose qui te vient en tête ou pas? Oui, et c'est s'entourer des bonnes personnes. Dans le sens où je me suis rendu compte que donc, le milieu de la danse, comme tu dis, c'est très compétitif. Et quand tu as les bonnes personnes autour de toi, donc tes amis proches, ta famille, ça peut être n'importe qui, des personnes qui te connaissent très bien et qui savent ton parcours, qui savent d'où t'es parti, ce que tu as fait, où tu es maintenant, plus ou moins quels sont tes objectifs, etc. D'en parler en fait, d'avoir une conversation, de se dire ah mais je me sens pas de faire ça. Ben la personne qui te connaît derrière, elle va, si t'es bien entouré encore une fois, elle va te motiver et te rappeler en fait qui tu es, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu es capable de faire. Parce que c'est vrai qu'aussi des fois on n'est pas, on se
se rend pas compte de notre potentiel. Et c'est plus l'extérieur, donc les personnes extérieures qui vont nous le faire rappeler ou nous le dire. Et je pense qu'avoir un bon entourage, c'est le plus important en fait. Quand tu dis entourage, tu englobes quoi dedans ? Ça peut être la famille, les amis, ton copain, ta copine, voilà. Ou des profs avec qui tu t'entends très bien, mais des personnes que tu sais qui vont toujours être bienveillants en fait. Et non pas te dire ce que tu veux entendre, ou te dire, voilà, des personnes qui sont honnêtes, sincères avec toi, qui vont te dire quand tu fais n'importe quoi, ou qui vont te dire quand tu te rabaisses alors que t'as pas lieu de te rabaisser à ce moment-là, ou qui vont te pousser, ou qui vont te dire que ce que tu fais c'est bien, ou pas bien, enfin voilà, mais des personnes qui sont honnêtes et sincères avec toi. Ok, maintenant je te donne un scénario. Admettons que c'est une personne qui n'a pas forcément l'entourage qui est là, parce que en fait son rêve, c'est son rêve à elle et que personne n'y croit derrière. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette personne-là ? Si par exemple, sa famille ne croit pas en son projet, son copain ne croit pas en son projet, bon, à part quitter ces personnes-là, comment faire pour que ces gens-là ne perdent pas espoir et s'ils ont vraiment cette envie de continuer dans les milieux artistiques ou autres, on parle là aujourd'hui du milieu artistique parce que c'est le sujet et c'est souvent des milieux où, parce que c'est compétitif, il y a moins on va dire de croyances et qu'on ne le voit pas forcément comme un métier parfois. Comment tu penses que ces gens-là, ils pourraient en fait croire en leur rêve s'ils n'ont pas cet entourage ? Je dirais se rappeler qu'en fait, on est tous uniques. Donc c'est-à-dire que beaucoup ce qu'on a tendance à faire, et c'est le pourquoi on aurait tendance à ne pas croire en soi, c'est parce qu'on se compare aux autres. Alors qu'en fait, on est tous des êtres uniques. On peut tous danser la même danse, etc. Mais ça ne sortira jamais de la même façon pour chaque personne. On est vraiment tous différents et du coup, utiliser ces différences pour être toi, quoi, et croire en toi et vouloir faire ce que tu as envie, quoi, au fond de toi, et vas-y, ne lâche pas. Je dirais ça. Se rappeler que, oui, il y a peut-être meilleur que toi, mais être meilleur, ça veut dire quoi ? En soi, c'est subjectif parce que moi, je peux trouver que tu danses très bien et une personne va dire « Ah bah moi, j'aime pas ». Donc ça devient très subjectif. Donc en fait, faut se rappeler que le jugement des autres ou le regard des autres, on s'en fiche, clairement. Et juste sois toi et vas-y, avance. Ne lâche pas. Super. Est-ce que ces moments de découragement que tu as eus, ils t'ont permis d'avoir des prises de conscience, c'est-à-dire de réfléchir sur des choses qui n'allaient pas, et du coup, est-ce que tu as pris, par rapport à ces moments de down, est-ce que tu as pris des mesures ? Et si oui, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as fait concrètement dans l'action ? Alors oui, ça m'a... J'ai appris des leçons dans le sens où j'estime que tu as besoin... enfin, c'est mon opinion, mais... Bien sûr, mais, on parle de toi là. Mais quand tu as des downs, donc quand tu te sens pas bien, quand voilà, tu as toujours en fait une remontée. Et pour moi, pour se sentir vraiment au top, tu as besoin quand même d'avoir des moments de faiblesse, entre guillemets, que ce soit dans la vie ou dans la danse. Et donc, quand j'ai eu des petits moments où je me suis sentie moins bien dans la danse, c'est vrai que je pense qu'à chaque fois, j'ai pris vraiment du recul et essayé d'analyser la situation d'une autre manière, de voir la danse d'une autre manière et de se dire que en fait il y a d'autres façons de voir la danse. C'est-à-dire que quand tu t'arrives à avoir un down parce que tu te dis ah non je suis pas assez forte, je suis pas assez si, mais en fait si tu regardes la chose d'une autre manière, si tu te dis ah mais peut-être que ce que je fais là, en fait je peux faire plus de scènes avec ça au lieu de vouloir faire des battles par exemple. Peut-être que
au moment où tu t'es mis l'objectif, oh je veux gagner des battles, en fait tu te rends compte que le battle ça te correspond pas, c'est un format qui te correspond peut-être pas. Ou ces choses-là, en fait c'est une remise en question et du coup tu repars, c'est comme si tu repartais un peu de zéro. Mais toujours ce que tu as acquis au fur et à mesure des années, ça reste. Mais c'est juste que de redéfinir ses objectifs et du coup voilà, on évolue, on grandit, on est humain, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont changer. Demain, t'as peut-être pas envie d'enseigner, mais peut-être que demain, t'auras envie. Voilà, c'est des choses qui évoluent, donc je pense que j'ai vraiment géré ça plutôt comme ça et de revoir en fait la danse sous certains angles. Parce que voilà, bon, maintenant j'habite aux États-Unis, mais c'est vrai qu'entre la France et les États-Unis, il y a énormément de différences en fait de comment on perçoit la danse. Et je pense que ça m'a aidé aussi à relativiser, à se dire qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus dans le mode danser, s'amuser. Tu vois, ce que je parlais en étant petite, ce que tu ressens. Ils sont beaucoup comme ça, tandis qu'en France, ça devient plus compétitif, ça devient plus à qui est le meilleur. Aux États-Unis, ils n'ont pas ils ont pas trop cette mentalité en fait. Et du coup, c'est vrai que ça aide de se dire, en fait, c'est juste de la danse. Ok, bon, super. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des douleurs physiques à cause de la danse? Oui. Ça, les blessures, douleurs, ouais. Même depuis que j'étais petite, voilà, on s'est tordu les chevilles, les entorses. Je me rappelle même quand j'étais en formation spectacle de danse, je dansais avec la cheville bandée. Je devais mettre comment on appelle ça, pas du mascara, du fond de teint sur mon bandage pour cacher. J'étais en pleine représentation avec une entorse à faire des pirouettes et des trucs. Enfin bref, compliqué, ouais, des blessures un peu partout, je dirais. Ouais. Pour être honnête, ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de, par exemple, pas danser pendant un certain temps parce que t'étais blessée et qu'il fallait que tu te reposes? Ouais. Et dur. Quand j'étais sur Paris, j'avais des problèmes de genoux que j'avais jamais eu, mais à en pleurer de douleur en fait. Et j'ai dû arrêter, je pense, pendant... Je me rappelle plus trop, peut-être 2-3 mois à danser, parce que même monter les escaliers, c'était insupportable pour moi. Et dur en fait, parce que je voyais tous mes camarades de formation qui continuaient de danser, qui préparaient le spectacle de fin d'année, et puis moi j'étais là, je regardais. C'est vrai que c'est très compliqué, mais quand ça arrive, voilà, faut, je pense, relativiser et puis se dire qu'en fait t'apprends d'une autre manière, encore une fois, en regardant, en analysant, en essayant de mémoriser, juste d'écouter, de voir. Voilà, c'est une autre façon, c'est vrai, mais très compliqué, ouais. Mentalement, je pense que, et tous les danseurs le diront, hein, quand tu te blesses, c'est dur. Mais quand tu reviens de la table, quoi. On est là. Ok, donc pour toi, dans ces moments-là, il faut relativiser, il faut apprendre d'une autre manière. Ouais. Observer, analyser, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres tips que tu pourrais donner? Vraiment, ouais, si tu te blesses, par exemple, le bas du corps, tu peux toujours danser avec ton haut du corps. Donc, travailler, ça dépend des techniques que tu fais dans la danse, encore une fois. Ou vice-versa, tu te blesses en haut, tu peux toujours danser avec tes jambes. Écouter la musique. Voilà, parce que la danse, ça part de la musique, encore une fois. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse. Donc voilà, être intéressé sur je sais pas, ouvrir son esprit sur la musique, développer sa musicalité, même regarder des cours de danse en fait. Au début, je me disais, mais non, je vais pas aller regarder des cours de danse. Et en fait, je me rendais compte, c'était super utile quoi. Et j'ai même appris. Parce qu'en fait, tu regardes le prof, comment il interagit avec les élèves, etc. Donc c'est vraiment... Je pense qu'il y a énormément beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que sur le moment, quand tu te blesses, tu te dis « Oh non, je vais pas pouvoir rien faire ». Et c'est vrai que ça met un coup au moral, mais oui, parce que faut savoir prendre du recul. Il est auto-centré, c'est il ça. ne voit que lui. Et... ouais, alors qu'en fait, il y a plein de choses. C'est vrai que la danse, c'est
énorme. On ne s'en rend plus compte quand on est dedans, tu sais, tête baissée comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a énormément à apprendre, à découvrir, à faire. Et encore une fois, c'est pas que la danse, il y a aussi la musique. Donc voilà. On va y revenir tout à l'heure parce que ça a aussi ouais. un gros aspect dans ta vie. Mais avant, je voulais te demander, donc on a parlé des défis, mais est-ce que tu as vécu de la frustration et des échecs? Alors, je considère pas d'échec parce que, encore une fois, c'est très subjectif. C'est-à-dire que tu vas te mettre un objectif, t'y arrives pas, mais j'estime pour moi, enfin, si t'y arrives pas, soit c'est parce que t'as pas mis assez le travail pour, ou alors c'est pas un échec parce que quoi qu'il en soit, quand même tu travailles d'une certaine manière et tu développes quelque chose, quoi qu'il en soit. Si tu veux faire un flip mais que t'y arrives pas, bah quelque part c'est pas grave, mais t'as travaillé autre chose, tu vois, t'as peut-être travaillé ta souplesse du dos en attendant, t'as peut-être, tu vois, travaillé une force, tes sauts, j'en sais rien, enfin bref, ce qu'il faut. Et donc échec pour ma part, non. Parce que j'estime pas que tu puisses avoir un échec dans la danse en fait. À part si vraiment tu voulais, je sais pas, gagner un battle et que tu échoues, mais encore là, je me dis chaque échec, c'est une leçon quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'échec pour ma part. Okay, vraiment, ouais. Par contre, frustration, oui. Frustration où tu te dis, ah purée, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé aller j'aurais aimé apprendre telle danse ou faire tel truc et au final ça s'est pas passé, donc tu restes un petit côté amer, mais c'est pas un échec, tu vois, c'est vraiment ouais, petite frustration mais ça va. Ok, maintenant on va parler de l'aspect social dans la danse, parce que je pense que c'est quand même important d'aborder ce sujet là. Comment tes relations sociales elles se passent ou elles se sont passées? Et est-ce que ça t'a permis de grandir dans ta danse ou Ouais. pas? Ouais. Alors c'est vrai que le côté social pour moi c'est vraiment un des côtés magiques du monde de la danse. Parce que alors peu importe si tu voyages ou pas, ou en général si tu arrives à socialiser dans la danse, c'est-à-dire ça veut dire que tu vas à un endroit, ça peut être un cours, ça peut être un événement, ça peut être voyager, ça peut être n'importe quoi. Et en fait quand tu te connectes à des personnes qui ont la même passion que toi, et hein, tu te rends compte qu'on est énormément dans le monde, et tu vois que tu as les mêmes centres d'intérêt, et tu vois que ça fait le bien, enfin le même bien à tout le monde, que tout le monde est heureux, que tout le monde partage. Et c'est vrai que c'est toujours des rencontres. J'ai jamais eu vraiment de mauvaises rencontres, tu vois. Jamais des personnes qui sont malveillantes. Alors bon, il y en a, encore une fois, des personnes jalouses ou quoi. Mais si on veut vraiment parler de l'aspect social, ouais, que du positif, que des belles rencontres, des personnes, et puis après voilà, de bouche à oreille, ben tu sais que telle personne habite ici ou habite là, il y a un événement qui arrive, hop, tu revois cette personne, ben tu vois, c'est vraiment, et tu te fais des amis, tu crées des liens, tu as des contacts professionnels aussi. C'est vrai que c'est assez magique pour moi, je trouve, ce côté social où tu rencontres plein de personnes qui aiment la même chose que toi. Ouais. Et est-ce que inversement, il y a ce truc, tout à l'heure tu as parlé de confiance en soi, de regard de l'autre, est-ce que par rapport à ça, par rapport à cette dimension sociale, est-ce que ta relation au regard de l'autre, elle a eu une évolution par rapport à ce que tu me dis là, par rapport à tes relations sociales? Est-ce qu'il y a eu du changement dès lors que tu as commencé à danser ou tu te connectais à la passion, et plus tu grandissais, plus tu connectais avec d'autres personnes, est-ce que cette relation, elle a changé par rapport au regard de l'autre? Je dirais oui.
dans le sens où euh, je pense que quand t'es pas danseur ou quand t'es pas trop dans ce milieu-là, on a tendance, surtout français, à juger beaucoup les personnes. Et en fait, le fait de danser, pour ma part, du coup, d'avoir voyagé, d'avoir déménagé dans un autre pays, et de voir qu'en fait, il y a énormément de personnes qui dansent pas forcément bien, mais ils sont juste là, en fait, pour s'amuser. Et juste de voir ça, et ben je me dis, ben tu vois, en fait, elle s'en fout, cette personne. Elle danse, juste, elle est là pour kiffer, pour s'amuser. Et en fait, c'est ça qui fait du bien, qui te redonne un peu de baume au cœur et ça te met dans cet esprit de se dire, mais en fait, tu peux pas juger les personnes qui dansent. Tu peux pas dire, ah non, elle danse bien, elle danse pas bien. Non, parce qu'encore une fois, c'est subjectif. Et pour moi, je trouve que voir par exemple une personne qui ne sait pas forcément, qui a aucune technique, mais juste qui va s'amuser sur la musique et danser et tout ça, et elle va s'éclater, elle va avoir sa best life, et ben moi je trouve ça magique, je trouve ça beau en fait. Plutôt qu'une personne qui est vraiment trop technique et qui va en perdre l'essence et le pourquoi la personne danse. Ouais. Donc du coup, je pense que ça m'a aidé dans le... à pas juger en fait. Danse, tu vois. S'il y a une personne qui me dit, Lola, je veux danser, nanana, est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que... Ben, je vais lui dire oui, mais en fait, ça, c'est que mon regard. Enfin, juste fais ce que tu veux et ne pas juger la personne, quoi. Et puis surtout, enfin, au pire, tu la regardes mal et il va se passer quoi? Oui, voilà. Mais même, en fait, je me rendais compte que t'as même pas besoin de regarder les gens mal. Non, mais ils font juste que danser, tu vois. Et puis surtout, en réalité, les gens, ils sont auto-centrés dans tous les cas. C'est ça. Donc ils vont pas te regarder. Ouais. Et non, mais exactement, c'est ça, c'est en fait... ouais. Alors bien sûr, si t'es en représentation, en spectacle, mais là je parle en cours ou en workshop, les gens ils te regardent pas, ils ont rien à faire de toi en fait, ils se regardent eux-mêmes. Exactement. Et puis s'ils peuvent pas se regarder, ils vont regarder le prof. Donc effectivement, cette croyance, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'ère des réseaux sociaux qui a aussi vachement accentué cette peur du regard de l'autre? Oui, bien sûr. Du coup, on perd de l'authenticité. Ouais. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est bien. C'est utile parce que tu as accès à toutes les informations que tu veux. Tu as accès à un panel aussi de vidéos, de créativité. Ça peut t'aider, voilà, que ce soit techniquement parlant, dans ta créativité, comme je dis, ou quoi. Mais c'est vrai que du coup, on voit à chaque fois que le produit fini et on ne voit pas le travail en fait derrière. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, les personnes imaginent que tu peux arriver à danser comme ça, que tu peux arriver à créer un projet vidéo comme ça, alors qu'en fait, non, derrière, il faut savoir qu'il y a un travail, que c'est énormément de temps, de réflexion, de douleur, de remise en question, de plein de choses. Et vu que les réseaux sociaux montrent que le projet fini, ça donne une pression encore plus sur chaque danseur, quoi. De se dire, ah non, je suis pas à la hauteur, regarde, lui il fait ça, il a fait cette vidéo, oh il a gagné ce battle, moi je suis pas là, machin. Et du coup, effectivement, ça n'aide pas à la confiance en soi. Pour moi, les réseaux sociaux n'aident absolument pas à la confiance en soi. Oui, et puis comme il y a cette volonté de tout montrer aujourd'hui, moi je l'ai vécu il y a pas longtemps, hein. Là je suis partie en Jamaïque. Moi-même en tant qu'organisatrice, j'ai senti que parce qu'il y a ce truc de vouloir vendre aussi, de vouloir machin, en fait on oublie l'authenticité. Et les seules fois où je me suis amusée, vraiment éclatée, c'est quand je pensais pas à, tu vois, on me filmait ou quoi. Quand on m'a filmé, là je commençais à paniquer. Tu vois, mais en fait ce truc de filmer tout le temps, moi ça me rend malade. Je n'en peux plus de voir tout le temps, tu vois, des caméras alors que t'es en train de prendre un cours, t'es en train d'apprendre, que les gens limite ils se battent pour être devant, derrière, à gauche, à droite. Non en fait. Ouais. Pourquoi au final? Pour des vues, pour des likes. Et c'est ça en fait où aujourd'hui je me demande en fait comment
vous les danseurs, et je parle de la gêne Y, toi t'es peut-être Z maintenant, comment on arrive à conserver cette authenticité en tant qu'artiste, comment on arrive à transmettre quelque chose de réel et plus du commercial, je veux juste avoir des vues. Comment t'arrives à le faire toi? Bah c'est vrai que j'ai toujours été j'ai toujours été entre guillemets très attachée au fait de savoir pourquoi, enfin pas pourquoi je danse, mais de, de me connecter en fait à chaque nature de chaque style de danse. C'est-à-dire que j'ai toujours estimé que je suis pas née dans la danse, j'ai rien créé, donc je vais à chaque fois m'inviter en tant que guest, comme on dit, dans une culture qui n'est pas la mienne. Et à chaque fois que j'ai dansé, que ce soit hip-hop, c'est pour ça que je suis partie à New York, dancehall, ben voilà, j'ai fait mon travail derrière. Et c'est vrai que j'ai besoin en fait de comprendre d'où vient la danse, de comprendre de quoi c'est parti, l'histoire. Et je pense que quand tu as cet esprit-là, tu as envie de garder cette authenticité parce que c'est l'essence en fait de la danse. Pour moi, si t'as pas l'essence de la danse, que tu ne sais pas d'où ça vient, de quoi, qui, quoi, comment, en fait, tu peux danser, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, tu vas partir dans ce côté un peu plus commercial plutôt que vouloir en fait ressentir, euh, toujours voilà, vouloir ressentir pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, comment ça en devient ton travail personnel à toi. Parce que la danse, j'estime que, comme on a dit, c'est quelque chose qui t'aide dans ta vie personnelle, qui t'aide à guérir de certaines blessures, de choses. Et c'est vrai que si t'es trop dans la vidéo, tu veux te faire voir, tu veux... je sais pas moi, tu vois, en fait, t'en Oui, mais perds à ça. contrario, comment tu fais aussi pour commercialiser ce que tu vends, Et tu et vois? c'est là où... Il est où Ouais, le juste milieu, en fait? c'est Comment ça tu qui est fais très pour garder compliqué. cette authenticité? Typiquement, un Seven, qui pour moi est un danseur authentique, qui représente sa culture, comment faire pour garder cette authenticité à travers des vidéos, à travers des réseaux sociaux, sans que ce soit trop commercial? Mais d'un côté, on va pas se mentir, c'est sa vie, il Mm, vit de ça. Donc mm. comment tu arrives à trouver, en fait, c'est quoi cette balance qui fait que tu restes authentique, mais tu arrives quand même à vivre de ta passion et de ton métier? Mm. Bah, c'est vrai que c'est là où c'est compliqué, il faut trouver la balance. Et soit, voilà, il y a énormément de personnes qui postent tout, qui s'en foutent, etc. Donc à ce moment-là, il faut savoir qu'effectivement, tu postes ta vie sur les réseaux, donc tout le monde peut avoir accès à ta vie. Ou alors tu restes un peu plus, je dirais, pour ma part, j'essaie vraiment de faire professionnellement. Donc tu vois, tu postes ce que tu fais, mais tout en restant professionnel. Donc c'est savoir comment tu utilises ton réseau social. Est-ce que tu l'utilises pour toute ta vie ou est-ce que tu l'utilises professionnellement parlant et est-ce que du coup tu t'en sers à bon escient quoi. Mais c'est vrai que non, c'est pas évident. Là, clairement, j'ai pas vraiment de la solution pour être honnête parce que ça dépend de chaque personne. Ça dépend de comment tu veux utiliser ton Twitter, Instagram, peu importe ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est. Mais il faut savoir gérer, il faut savoir s'écouter aussi. Comme on dit, quand tu sens que tu as trop de pression, que tu n'as pas confiance en toi, faut savoir stopper. Il Ouais. faut savoir se remettre dedans quand tu en as besoin pour ton business. Mais c'est vrai que c'est une balance à trouver, je pense. Ok. Est-ce que il y a des choses que tu peux exprimer en dansant que tu n'arrives pas à exprimer à travers des mots? Oui, oui, oui. Parce que la danse, c'est un moment de... Comme je dis, il y a des fois, voilà, le soir, je sais pas, j'ai passé une journée compliquée ou quoi, je vais mettre de la musique chez moi et parce que je sais pas, j'arrive pas à extérioriser avec des mots. De base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler, j'aime beaucoup rester un peu dans mon coin. Et c'est vrai que ouais, la danse, c'est quand tu danses pour toi, que tu relâches, que voilà, si t'as passé une mauvaise journée ou au contraire, si t'es vraiment trop heureux, que t'as besoin de t'exprimer aussi, ça arrive. Euh, effectivement, ouais, ça sort. Mm. Ça sort. Et c'est là où tu sais que t'es vraiment relié à la danse,
quelque part dans ta vie parce que ça c'est plus que du mouvement, c'est plus que c'est un art, c'est de l'expression, c'est connecté à toi, à ta personne et voilà quoi, ouais. Est-ce qu'il y a des émotions que tu peux atteindre que en dansant? Oui, je pense que être en transe par exemple. Ouais, être en transe, ce côté adrénaline, ce côté stress quand tu montes sur scène, ce côté, mais je pense que quand tu fais des autres sports, notamment des sports extrêmes, je pense que tu atteins quand même à ce niveau-là, mais c'est pas le même style de... Tu parlerais de quel état émotionnel par exemple? Ce moment où ouais, t'as atteint tellement ce moment de transe, comme tu dis, où tu te sens libre. Tu te sens, il n'y a plus rien autour de toi, tu sais, le monde peut s'arrêter et il n'y a plus rien autour de toi. Et, libération de l'âme. Ouais, libération complète. Et je sais que voilà, je suis beaucoup sportif aussi à côté, mais par exemple, quand je faisais du surf, c'est le même état d'esprit parce que tu es toute seule sur l'eau, sur ta planche, et quand tu prends ta vague, et ben tu penses à plus rien, à rien d'autre quoi. Le monde peut s'arrêter autour de toi, non, tu es sur ta petite planche, ta vague, et voilà. Et c'est ce genre de choses que. C'est pour ça qu'on dit les sports extrêmes, mais la danse en fait, c'est aussi ça, c'est ce moment où t'oublies quoi. T'oublies tout autour de toi et tu te sens bien, et quand t'es connecté à toi, c'est juste magique. Ok. Donc, tu es danseuse. C'est quoi tes projets actuels par rapport à la danse? Ou pas d'ailleurs? C'est quoi tes prochains projets? Que tu peux dévoiler, hein, bien évidemment. On n'est pas sur... Ouais. Prochain projet, en fait, plutôt ouvrir ma propre compagnie de danse. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Parce que j'ai envie de danser, donc c'est vraiment plus dans le côté création. C'est que j'ai envie de me... Et je sens que c'est plus une reconnexion aussi à moi. Ouais. Que, ouais, que j'ai besoin de... Comme tu dis, j'ai eu des étapes où c'est que voilà, faut te montrer un peu plus, être un peu plus commercial, etc. Mais là, je pense que j'ai besoin de m'exprimer à travers moi et ma création, tu vois. Donc plutôt ça... Et puis voilà, toujours s'entraîner, toujours développer. Alors justement, est-ce qu'il y a des compétences là que tu as besoin d'acquérir et de développer pour ce genre de projet? Oui, et j'ai changé mes objectifs. Avant, je me disais, je veux devenir meilleure en dancehall, donc il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse des répétitions de steps, de machin. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... je veux danser, je veux devenir meilleure, mais meilleure pour moi. C'est-à-dire que je veux être meilleure non pas pour les autres, non pas pour être meilleure qu'un tel, parce qu'encore une fois, tout est subjectif, mais je veux être meilleure que la danseuse que j'étais hier. Okay. Donc pour ça, voilà, je commence à toucher des styles que j'ai jamais dansé de ma vie, parce que ouais, je me rends compte que ça aide de faire plusieurs styles et en fait, je veux juste danser. Est-ce qu'il y a d'autres compétences derrière la danse dont peut-être tu n'as pas encore touché et que tu aimerais toucher? Parce que pour moi, en fait, tout ce que tu as dit tout à l'heure, apprendre à te connaître, tu vois, la danse, elle t'a pas permis que de danser. Elle t'a permis tellement de choses autour et qui te permet aussi d'acquérir d'autres compétences pour pouvoir faire autre chose si un jour tu as envie de te dire, voilà, moi je prends ma retraite à la danse. Est-ce que y a des compétences que tu as envie de développer autour de ton projet de danse? Par exemple, compagnie. Compagnie, c'est manager des gens finalement, c'est gérer des gens. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête dont tu as besoin, des compétences dont tu as besoin, dont tu n'as pas forcément conscience de suite? Je pense que, comme dans tout, effectivement, le côté administratif, faut pas se mentir, c'est un gros point faible des danseurs, parce que très compliqué de savoir où aller pour faire tel truc, tel papier. Voilà, on connaît, que ce soit la France ou les États-Unis, encore une fois. Merci de rendre les choses un peu plus simples, s'il vous plaît.
Mais ouais, je pense le côté administratif, le côté où je pense qu'on n'est pas au courant de effectivement tout ce qui se passe administrativement. Il y a beaucoup de, je pense, de tips ou de trucs qu'on peut faire facilement mais qu'on sait même pas. Donc ce côté-là, ouais. Après, j'ai déjà beaucoup appris avec voilà, l'organisation d'événements, après avoir géré une association aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas mal emmagasiné d'informations et de compétences. Mais encore une fois, on peut être meilleur quoi. Bien sûr. Ouais. Et il y a autre chose aussi aujourd'hui, c'est que tu apprends à faire du mixage. Ouais. Tu mixes. Ouais. T'es pas que danseuse. Effectivement, je commence à faire mes petits sets de DJing et ouais, c'est un gros kiff. C'est un gros kiff. Encore une fois, c'est venu par des danseurs en fait que je connais qui se sont mis à mixer aussi et le fait aussi d'être allée aux États-Unis, de voir qu'en fait le clubbing, donc vraiment cet esprit club qu'il y a là-bas, et de voir qu'en fait un DJ, une personne qui est derrière des platines, peut rendre heureux pendant toute une nuit ou voilà, des personnes, parce que ces personnes ont envie de danser ou juste écouter de la musique ou juste kiffer, et ben ça m'a donné trop envie quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'un DJ peut, enfin la musique en fait peut juste te faire du bien. T'as beau être danseur ou pas danseur, encore une fois ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que c'est l'amour de la musique, ouais. Et comment cette nouvelle fonction, on va dire, elle arrive à te par rapport à la danse? Bonne question. Ça aide pour l'écoute musicale en fait. Ça aide à déjà de un être curieux. Parce qu'il faut savoir que quand t'es DJ, ben, faut savoir de quoi tu parles en fait. C'est comme la danse, savoir de quoi tu parles. Donc tu dois t'intéresser aux artistes, aux albums, au genre, à plein de choses. Il faut savoir les termes techniques de ta platine, comment ça s'appelle, qu'est-ce que tu fais. Il y a aussi des choses techniques à apprendre, les scratching, les merry-go-round, enfin peu importe. Ça peut être, c'est très très vaste. Et, et c'est vrai que en étant DJ, tu dois avoir aussi une certaine créativité parce qu'un DJ, c'est quelqu'un qui est très très créatif et qui va en fait avoir une idée de son, comment tu peux le mixer avec un autre son pour que ça sonne bien, pour pas que t'aies mal aux oreilles ou voilà, que le public ait mal aux oreilles. Donc ça devient quelque chose de créatif et puis au final, tu te rends compte que tu peux toi-même créer ton son. Tu prends une base de son, des paroles, quelque chose, tu crées ton truc. Donc c'est vrai que ça développe une écoute musicale autre qu'en étant danseur. Et c'est complémentaire, ouais. Très très complémentaire, pour le coup. Super. C'est quoi ton rêve le plus fou, là, si tu devais nous partager un secret? Mon rêve le plus fou, pouvoir voyager entre, bon je dis la France, mais je vais dire l'Europe et les États-Unis, et en ayant mon école de danse et ma compagnie, et en étant libre de danser et de faire ce que je veux, ouais. Mon rêve le plus fou. Et en étant DJ aussi, et voyager, et voilà. Mais oui, ça va ensemble. C'est le package. Ouais. Comment t'envisages ta carrière dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que je sais que la danse, encore une fois, quand ça t'a piqué, ça partira jamais. Donc je sais que même dans 50 ans, je parlerai encore de danse, je mangerai encore danse et je respirerai danse. Maintenant, quoi? Ben, on laissera l'avenir décider, quoi. Ouais. Ok. Tu nous as quand même beaucoup partagé ta vision, tes valeurs, mais peut-être si tu devais choisir un mot, c'est quoi le message ou la valeur qui te correspond le plus et que tu as envie de communiquer à travers ta danse, ton école, ta future compagnie, quelque chose qui sera indéniablement jamais partie de ton âme. La passion. Ouais. La passion qu'on peut
que tu peux retransmettre, en fait. C'est quelque chose qui se retransmet par la joie de vivre, juste simplement kiffer, encore une fois. Juste kiffer et la passion. Et c'est quelque chose que je veux vraiment transmettre. Si un jour j'ai une école, voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux faire passer. Parce que sans ça, tu fais rien, en fait. Sans ça, la danse ne sera pas là. Sans ça, tu n'auras même peut-être pas le rêve de vouloir, tu vois, danser ou devenir meilleur. Non. Donc vraiment la passion, en fait. Ok. Ouais. Bon, on va bientôt terminer cet épisode. S'il y a un héritage que tu peux laisser, ce serait lequel ? Un héritage que je peux laisser. Artistiquement parlant. Je dirais mon parcours en termes en voyage, dans le sens où quand tu vas dans différents endroits, différentes villes, etc., tout ce que tu emmagasines comme information, parce que du coup tu as énormément d'autres informations, ce serait pouvoir mettre ça dans un livre ou quoi, et puis aussi tout ce côté culturel de chaque danse, en fait, qui sont importantes, et pouvoir l'héritage, encore une fois la passion, hein, ça part pas, mais c'est là, la passion, tout ça. Je pense que je transmettrai tout ça, et puis je sais que ça partirait sur un bon chemin, du coup. Ok, merci beaucoup Lola, ça a été un plaisir de t'avoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok, email, enfin bref, les gens qui veulent apprendre à te découvrir davantage ou qui veulent te contacter Instagram, lola.artiste, et puis oui, voilà. TikTok, j'y suis pas vraiment, j'y suis un petit peu mais pas trop, mais Instagram essentiellement. Et puis j'ai mon site internet aussi, lola-artiste.com, et voilà, oui, n'hésitez pas si quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là. Ok, écoutez chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très prochainement. Je vous dis à très bientôt. C'était Monia de Dazzle Your Passion. Au revoir.